Le cauchemar américain ou l'affrontement de somnambules. Nathan Juste. La dénomination John Doe apparaît en 1768 dans le droit coutumier anglais, où elle désigne un plaignant inconnu, alors qu'un accusé anonyme est appelé Richard Roe. Richard ferma les yeux, fit un vœu, puis les rouvrit et souffla les 2 bougies. La flamme au-dessus du chiffre 1 disparut instantanément, mais celle du 0 vacilla une seconde avant de s'éteindre. Sa mère Jenny et son grand frère Tim l'applaudirent en rigolant, alors que son père se levait en silence pour prendre un long paquet caché derrière le canapé. Il le porta solennellement, posé à plat sur ses 2 paumes de main, comme un enfant de cœur tiendrait la patène. Vu l'attitude du chef de famille et la taille, il y avait peu de surprise sur la nature du cadeau. Richard se retint d'arracher l'emballage. Il savait l'importance du moment. Il avait reconnu le rite de passage familial auquel son géniteur était si profondément attaché. En soulevant le couvercle en carton, il ne parvint pas à cacher son enthousiasme et laissa échapper un cri de joie. Ses grands yeux noisettes s'étaient figés sur l'intérieur de la boîte. Il était captivé par le motif floral, gravé sur la bascule argentée, les grappes de raisin, la petite fleur à 6 pétales dans le cercle du verrou d'ouverture de la chambre. Les 3 flèches et cercles confirmaient que c'était un Silver Pigeon 1 de chez Beretta. Richard leva doucement la tête et échangea un regard reconnaissant avec ses parents. Sa main effleura la crosse en noyer. Il releva les yeux, cette fois uniquement vers son père, qui l'encouragea aussitôt d'un hochement de tête. L'enfant saisit alors la poignée pistolet, souleva le fusil et se redressa. Après avoir vérifié la sécurité, il plaça la crosse sur son épaule. Il écarta la mèche de cheveux châtains qui le gênait et visa sur l'étagère l'une des coupes de championnat de karaté de son aîné. Il fit un petit bruit avec sa bouche, comme s'il jouait aux cow-boys et aux Indiens. Après quelques secondes, il reposa cérémonieusement le fusil sur la table. Il passa le pouce sur les stries et les sillons des entrelacs qui parcouraient l'acier sculpté. C'était le moment du discours de son père. Richard en connaissait la substance, car certains thèmes étaient récurrents lors des dîners de famille ou des commentaires paternels devant les actualités. Il se souvenait aussi des 18 ans de Tim et du revolver qu'il avait alors reçu. Sans lâcher son fils des yeux, le père Roe commença. « Ton grand-père m'a offert mon premier fusil à 10 ans pour que je puisse protéger la famille en son absence. Le moment est venu. » Pour Kyle Roe, détenir des armes était sacré, comme si Moïse était descendu du mont Sinaï avec la table des 10 commandements et le second amendement de la Constitution. De l'extérieur, Richard semblait attentif au sermon, les prunelles rivées sur le visage tanné du prêcheur. Le fils docile écoutait en façade, mais en rêve s'imaginait cavalier solitaire. Son fusil dans un fourreau en cuir, accroché à une selle, le chapeau poussiéreux sur la tête, il se voyait avancer au pas au milieu des cactus. En bas d'une colline, 3 bandits auraient encerclé une jeune fille. Dénudée, elle reculerait en agrippant une serviette noire pour se cacher de leurs regards lubriques. Richard aurait été prêt à intervenir avec son Beretta. Dans cette scène du western Sierra torride que le petit rejouait dans son esprit, Clint Eastwood tenait un Colt et non pas une carabine, mais cela importait peu. Après une courte pause, le père Roe continua. « Quand ils viendront pour prendre nos armes, il faudra être prêt. » L'homélie se termina sur un serment. « Es-tu prêt à prendre cette responsabilité ?»« Oui, père, » répondit le petit Richie. Ce soir-là, lorsqu'il s'assoupit, Richie prétendit qu'il ne posait pas la tête sur son doux oreiller, mais sur un baluchon en toile rugueuse, calé contre une selle en cuir odorante. Il s'enroula dans sa couette, comme pour se préparer à l'une de ces nuits froides des contrées désertiques. Son fusil aurait été posé à plat le long de son bras droit, pour être à portée de main en cas d'attaque de vagabonds ou pire, de sioux. Il se figurait installé dans un renfoncement, le long d'une falaise rouge orangée. Il serait plus simple de se défendre dos à la pierre.
Le jeune cow-boy ajusta la couverture pour se protéger d'un vent chimérique qui emporterait sable et poussière. La discussion animée en bas, dans la cuisine, ramena brutalement Richard à la réalité. Alors qu'il battait des paupières, le plafond de sa petite cave laissa place aux poutres apparentes qui soutenaient le toit. Il entr'ouvrit la porte et le sujet de la dispute se clarifia. Dans ce pays, il n'y a pas d'âge minimum pour avoir un fusil. On est en Caroline du Nord, pas chez les gauchos. C'est parfaitement légal. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est une bonne idée, coupa Jenny, alors qu'elle débarrassait la table. Ça ne t'a pas dérangé quand Tim avait son âge, lança Kyle avant de finir d'une traite son verre de bourbon. Arrête un peu de le comparer à son frère, ils sont complètement différents. Richard est sensible et créatif, interrompit Kyle d'une voix nasillarde. Je ne vais pas élever un danseur de ballet. Richard referma la porte sans bruit. Une fois de plus, c'était sa faute. Cela faisait quelques minutes que John marchait le long d'une des rues poussiéreuses du quartier de Hey al-Jihad, scrutant derrière ses lunettes de soleil la pile de détritus qui bordait la voie. La température était insupportable sous les différentes couches de sa tenue de combat. Il passait son doigt dans son col trempé de sueur. Les tailles standards lui serraient le cou. Son fusil d'assaut pointé vers le sol, la main sur la poignée, John inspectait le côté sud de la route, pendant qu'un autre membre de son unité couvrait l'autre flanc. Parmi les boîtes en polystyrène, les sacs plastiques et les appareils électroménagers endommagés, il remarqua d'abord un pied nu. Il ralentit, puis s'arrêta devant le cadavre d'un homme sans chaussures, en chemise blanche et pantalon marron, dont les mains avaient été attachées dans le dos par un cordon électrique. La tête reposait quelque part dans le monticule, entre un micro-ondes et une cagette en plastique. Elle n'était pas visible, mais l'absence de blessures mortelles sur le reste du corps ne laissait pas de place au doute quant au type d'exécution. Ce fut le premier corps parmi les 11 que retrouverait l'armée américaine ce dimanche. Lors de cette journée, qui prit le nom de massacre de Hey al-Jihad, une quarantaine de civils sunnites furent mis à mort sommairement. À travers les yeux d'un jeune de Brooklyn, cette brutalité n'avait aucun sens. Sunnite ou chiite, John ne voyait pas de différence. Ces gens lui paraissaient avoir la même religion, la même culture. L'aspect politique, la vengeance sauvage d'une majorité sur la minorité au pouvoir lors de la dictature, lui échappait complètement. Il ne savait rien de l'histoire irakienne, entachée depuis la décolonisation britannique, de coups d'État et de violences interreligieuses. Ces belles rationalisations lui auraient probablement paru vides face à cet homme mort qu'on avait jeté dans une décharge puante en plein cagnard. Plus tard dans la journée, John en vint presque à regretter la propreté de cette première victime, après les découvertes de multiples hommes dont on avait troué les pieds à la perceuse avant de leur tirer une balle dans le crâne ou de les pendre. L'après-midi s'écoula ainsi, d'une scène macabre à une autre, d'une famille en pleurs à une autre, d'un groupe d'inconnus criant des paroles incompréhensibles, les bras vers le ciel, à un autre. John avait accompagné l'interprète et le lieutenant dans l'une de ces maisons en deuil. Dans un petit salon, alors qu'un témoin expliquait l'enlèvement d'un père devant sa famille impuissante, la veuve restait assise, le regard dans le vide, ses 2 enfants accrochés dans les plis de son long vêtement noir. Elle ne pleurait pas. Ses yeux clairs se tournèrent brièvement vers le jeune militaire étranger, qu'elle parut soudainement remarquer. Elle l'inspecta furtivement, de haut en bas, puis s'attarda sur son visage carré. Cela dura quelques secondes, mais le trouble produit chez John le suivit jusque dans le Humvee. Le lourd silence lors du trajet retour fut interrompu par un murmure. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal, et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. La Bible ? Questionna John, les yeux sur le jeune engagé qui venait
de réciter ces paroles, la main crispée sur son arme. Genèse 9, versets 5 et 6. Après cette réponse, ce fut la dernière fois que John Doe pleura pendant près de 15 ans.